On est en face d'un groupe de syndicats qui partent en grève sans préavis. Donc, sur ce point de la légalité, tout le monde sait qu'une grève doit être précédée d'un préavis. Même si certains parlent d'un arrêt de travail, un arrêt de travail ne s'effectue pas avec des piquets de grève et un peu de manifestation pour bloquer les autres parties qui ne veulent pas circuler. Alors, un deuxième point de lecture, ça va être l'opportunité. Je pense que déclencher une grève au 8e jour d'une communauté religieuse où souvent on prie le 8e jour pour les décédés, alors que l'accident de Sikilo a créé à peu près 42 morts, je pense que ce n'était pas opportun, ce n'était pas le moment de bloquer, en tout cas d'essayer de bloquer le transport au moment où la population va à ses obligations pour aller voir des parents qui ont perdu des leurs. On s'est posé la question à savoir, est-ce que si le groupe de syndicats qui partait en grève avait un papa ou une maman ou un parent décédé, est-ce qu'ils vont penser à déclencher ce mouvement de grève au moment où d'autres se déplacent de région en région pour aller présenter des condoléances? Un troisième point d'analyse, c'est la réalité de terrain. Qu'est-ce qu'on observe entre hier et aujourd'hui? Je pense qu'on n'invente rien, ça roule bien à Dakar. Et ce qui se passe à Dakar, dans la région de Dakar, c'est ce qui se passe dans les autres régions. Dans les villes, dans le transport urbain, ça marche. Ça marche très bien et tout le monde va à ses occupations. Alors, de notre côté, sur l'interurbain, il y a quelques difficultés. Et ces difficultés, on les a analysées et on a compris ce qui se passe. Ceux qui disent que ce n'est pas une grève, c'est un arrêt de travail, on est bien en face d'une grève illégale, illégitime, parce qu'il n'y a pas de préavis. Mais ce qui se passe sur les gares routières, que je rappelle qui sont des gares publiques, qui ne devront pas être fermées, ces gares sont fermées. Et derrière, un chantage qui est fait par rapport à une partie des chauffeurs et transporteurs qui veulent aller travailler. Des menaces, des concessions, des gens, vous sortez, on va brûler votre véhicule, mais mieux, vous sortez après la grève, si vous revenez, vous ne serez plus inscrit sur le tableau de départ. Donc vous voyez qu'il y a une contrainte qui est là, qui est face à un groupe qui ne voudrait pas partir en grève. Donc nous considérons que, contrairement à ce que le groupe qui partait en grève attendait, on est en face véritablement d'un échec de ce mouvement. On a vu quelque part à la gare du Beau-Maraîcher des bus à l'arrêt quand même, des taxis, des 7 places. Est-ce que c'est de ce groupe-là dont vous parlez ou bien il y a d'autres acteurs derrière? Oui, en fait, c'est un groupe de syndicats. Vous savez, ce que nous savons, il y a un groupe de syndicats, à peu près 4 ou 5, qui constituent le cadre unitaire, qui sont sortis du cadre unitaire des transports du Sénégal. Donc, il y a un autre groupe, à peu près 9 syndicats, qui ont déclaré ne pas partir en grève. Alors, ce qui se passe, c'est qu'au Sénégal, les gares routières, qui sont des gares routières, je précise, publiques, l'État avait fait le choix de laisser la gestion aux chauffeurs et professionnels. L'intention n'était pas de leur donner la possibilité de bloquer le transport. Mais là, on se rend compte que l'État a cédé une partie de la gestion d'une gare routière publique à des acteurs qui utilisent cette gare routière comme une arme pour bloquer le service public qui doit être produit par tout le monde. Alors, ce que vous avez remarqué au niveau des gares routières comme la gare de Beau-Maraîcher, en fait, ce sont des chauffeurs qui sont en grève, qui ne sont pas déplacés pour déplacer les véhicules. Et moi, j'y étais hier, le constat est que ce qui sont pas les véhicules qui étaient garés, les propriétaires ne sont pas en grève. Ce sont les chauffeurs qui doivent conduire ces véhicules qui ne sont pas en grève. Et ce qui se passe au niveau de toutes les régions... Qui sont en grève, ce sont les chauffeurs. Exactement, oui. Les chauffeurs qui sont en grève. C'est ce que j'ai entendu, les récits que j'ai, j'étais sur place. Donc ce sont les chauffeurs qui ne sont pas venus pour conduire naturellement les véhicules. Et au niveau du Sénégal, partout dans les grandes villes, ce sont les gares routières publiques qui sont bloquées, ce qui fait que la circulation interurbaine a été entravée. Alors que faire pour les usagers qui pourraient souffrir justement de cette situation? Est-ce que l'État a pris des dispositions pour que les usagers circulent comme d'habitude? Alors, M. Diop, je pense que maintenant la question qui se pose maintenant, véritablement, c'est comment faire pour que la gare routière qui est publique, maintenant la réflexion doit être posée en ces termes. La gare routière qui est publique, qui a été donnée à une gestion de certains chauffeurs et regroupements, comment faire maintenant pour que ces acteurs, s'ils veulent partir en guerre, maintenant, ne bloquent pas? Maintenant, il y a Dakar Dem Dikk qui marche. Donc hier, on a vu que Dakar Dem Dikk a fait un travail extraordinaire pour prendre certains usagers qui voulaient passer. Et là, cette situation pose la question de la gestion de la gare routière. Et je pense que l'État va réfléchir sur cette question. Et pour le transport urbain, à Dakar, pas trop de soucis dans les régions? Non, on voit qu'à Dakar, il n'y a pas de soucis. AFTU, par exemple, a fait circuler à peu près 90% des véhicules de AFTU. Les 10% restants, ce sont des mouvements
de protestation de certains chauffeurs qui ne voulaient pas circuler. Nous avons vu aujourd'hui à Dakar, par rapport à hier, une nette amélioration. Même si hier, il n'y avait pas beaucoup trop de difficultés à circuler dans la ville. Donc je pense que cette grève, nous considérons que c'est un échec. Bien sûr, on a appris de ce qui ne va pas sur l'interurbain. L'État va prendre des responsabilités pour y remédier. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes dans la fermeté ou dans la souplesse? Quelle attitude allez-vous prendre justement pour que cette situation nous serve définitivement de leçon? Alors, M. Ibrahim Diodou, je rappelle qu'hier, lors du communiqué du Conseil des ministres, le chef de l'État a invité à l'application rigoureuse de toutes les mesures qui ont été prises durant le Conseil interministériel. Donc cela veut dire quoi? La plus haute autorité demande d'appliquer les mesures. Le gouvernement ne cédera pas et je pense que le maître mot est la fermeté. Donc et on ne reculera pas du tout sur l'application de toutes ces mesures. Ces mesures, c'est des directives. Ce sont des directives qui sont déclinées en 23 mesures. Maintenant, on va, au niveau du gouvernement, ces mesures seront appliquées par des décrets, par des lois, plutôt des arrêtés. Certains sont déjà publiés et les autres sont en train d'être produits. En tout cas, le maître mot, c'est la fermeté, mais en même temps, négocier, discuter avec les acteurs. Parce que pour faire face à ces mesures, quand même, il faut échanger. La porte du ministère des Transports n'est pas fermée. Monsieur le ministre a appelé tous les acteurs à venir échanger, discuter. Par contre, il y a un autre groupe qui pense qu'ils devront négocier. Rien n'est négocié. Rien ne sera négocié sur ces 23 mesures édictées par le chef de l'État. Toutes les mesures seront appliquées, déclinées sous forme d'arrêtés et de décrets. Il y a une certaine perception des relations que l'État a avec les transporteurs, notamment les transporteurs privés, Ndiaganiaï, Car Rapide. On a même vu récemment un nouveau phénomène, c'est les Allo Dakar. On a l'impression que tout cela échappait à l'État. Est-ce réellement le cas? Est-ce que l'État est en mesure de maîtriser ce secteur-là? Monsieur Diodou, je pense que rien n'échappe à l'État. Rien n'échappe à l'État. Ce qui se passe, c'est que l'informel est là. Donc il y a un processus de modernisation et de formalisation qui a débuté au début des années 2000, qui suit son processus normal. Vous avez parlé maintenant des Wargaindé qui sont là, qui sont présents. Je pense que maintenant, on doit devoir travailler sur comment faire pour prendre en charge cette problématique des Wargaindé. Pour l'instant, ils sont dans l'illégalité. Ils sont dans l'illégalité, dans la clandestinité. Mais dommage que hier, les officiels, les transporteurs qui sont reconnus officiellement, ont cédé la place aux illégaux. Hier, et au Jakarta aussi. Et au Jakarta, malheureusement. Malheureusement, Dakar commence à souffrir de ça également. Ouais, voilà, mais malheureusement, la contradiction des acteurs dont vous parlez, ils combattent les Jakarta, ils combattent les Wargaindé et autres. Donc ces illégaux que nous combattons aussi, malheureusement, ils ont ouvert hier et aujourd'hui un boulevard à ces acteurs. Donc ils font partie du paysage. Ben, nous allons terminer avec ça. Aujourd'hui, c'est la fermeté qui prévaut, parce que beaucoup avaient pensé qu'il y avait un certain lobby des transporteurs face à l'État qui cédait. Mais aujourd'hui, est-ce que le Sénégalais peut être rassuré quant à l'avenir de ce secteur des transports pour éviter ces catastrophes qu'on a vécues? Parce que 62 morts quand même en 2 semaines, c'est presque un record mondial. Ce que je peux affirmer ici, c'est que l'État ne reculera pas. Je le répète, l'État ne reculera pas d'un seul centimètre. Ces mesures d'urgence, c'est des mesures d'urgence qui sont là, qui seront appliquées. Maintenant, je le répète, il va falloir discuter avec les acteurs pour faire passer les mesures qui sont prises. Je rappelle que le chef de l'État, hier, dans le communiqué, a instruit une évaluation hebdomadaire. Donc, chaque semaine, une évaluation sera faite. Et je pense que sur ce point, c'est clair et net et précis. L'État ne reculera pas, la fermeté sera de rigueur.